Arrivé, c'était même pas 5 minutes. Merci de votre patience. On va faire un petit cadeau à Olivier Assayas, qui est vice-président de la Cinémathèque française depuis fort longtemps, et qui donc depuis fort longtemps entend parler d'un court-métrage des années 20 qui s'appelle Napoléon. Donc, on a fait une bande-annonce, puisque nous nous apprêtons à divulguer enfin le film. Et évidemment, cette bande-annonce est dédiée à Costa Gavras, notre président, et à Olivier, l'un de nos deux vice-présidents, Jean-Paul Rapneau n'étant jamais très loin. Napoléon. Jusqu'au 4 et 5 juillet, ça sera à la scène musicale à Boulogne. Et à partir donc du samedi 6 juillet, dans cette salle Henri Langlois, à la Cinémathèque française, commenceront les marathons des samedis et dimanches de juillet, en tout cas jusqu'aux Jeux Olympiques, de 7h, donc tous les samedis et dimanches de juillet, les 7h de Napoléon, de l'après-midi jusqu'au soir. On vous attend. Merci beaucoup à Olivier Gonor pour avoir réalisé cette bande-annonce. Et maintenant, une autre bande-annonce, avant de l'accueillir, celle de la rétrospective consacrée à Olivier Assayas. Oui, elle est super, cette bande-annonce. Merci beaucoup à Frédéric Benzaken qui est là. Vous pouvez même l'applaudir et qui l'a réalisé. Avant d'accueillir Olivier comme il se doit, et lui-même appellera évidemment toute l'équipe de son film, merci à toutes les équipes d'Ad Vitam, Alexandra, Grégory, voilà, ils sont tous là. Merci évidemment à Olivier Delbosque qui est là, voilà. À toutes les équipes de Curiosa Film, Sylvie Barthé, l'équipe des Vortex Sutra, tous ceux qui ont permis d'organiser cette avant-première, et remerciements particuliers à la Maison Chanel, grand mécène de la Cinémathèque, qui a soutenu cette rétrospective. Donc, qu'ils soient tous remerciés. Quelques annonces également, parce qu'il y aura beaucoup de rencontres avec les gens qui ont croisé, avec les acteurs, les techniciens, les collaborateurs, qui ont croisé le parcours artistique d'Olivier Assayas. Ça commencera le mercredi 19 juin à 18h15. Le film vient d'être restauré, donc ça sera une première mondiale dans cette version restaurée. Paris s'éveille sera présenté par Judith Godrèche. Le mercredi 19, toujours à 20h30, c'est L'Enfant de l'hiver qui sera présenté par Denis Lenoir, son chef opérateur. Je ne sais pas s'il est quelque part par là en salle. Bon, en tout cas, voilà, qu'il soit remercié. Le vendredi 21 juin à 20h, ça sera Irma Vep qui sera présenté par Nathalie Richard. Le samedi 22 juin à 14h30, j'aurai le plaisir de m'entretenir avec Olivier Assayas, donc après la projection d'après-mai. Le samedi 22 juin à 21h15, projection de L'eau froide, séance présentée par Virginie Ledoyen. Le dimanche 23 juin à 14h30, il y aura un Assayas par Assayas, animé par Bernard Benoliel et Jean-Michel Frodon. Attendez, est-ce qu'elle est interminable cette liste? Oui. Il y a 3 pages, c'est pas possible. En fait, ils seront tous là, voilà, pendant toute la durée de la rétrospective. Et donc, ça nous fait extrêmement plaisir que tous les collaborateurs d'Olivier aient répondu oui à notre invitation. Et c'est vrai que c'est une rétrospective qui est importante pour nous, qu'on a tenu à faire, un peu malgré Olivier d'ailleurs, qui ne court pas après ce genre de choses, surtout dans sa propre maison, puisque la Cinémathèque française est sa maison, mais donc on a insisté. Alors pourquoi on a insisté? Vous avez pu le voir déjà dans cette première bande-annonce, à cause évidemment de l'importance de l'œuvre, mais aussi de son éclectisme et de sa diversité. C'est-à-dire qu'un cinéaste comme Olivier Assayas, parce qu'il a écrit au Cahier du cinéma, et ce qu'il a écrit au Cahier du cinéma compte encore aujourd'hui, c'était un très remarquable critique, on a évidemment tendance à le rattacher au courant dominant de la nouvelle vague française. Et en fait, il suffit de regarder ce qu'on peut maintenant appeler une œuvre, et ça sert à ça,
les rétrospectives à la Cinémathèque française, c'est de revoir ce qu'on peut appeler une œuvre, quand les films se sont accumulés et additionnés au fil des années. Eh bien, ce qu'on voit, c'est en fait une diversité d'inspirations qui laisse même un peu pantois. C'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'un seul terreau chez Olivier. Bien sûr qu'il y a la nouvelle vague française, mais il y a aussi plein d'autres choses. Le cinéma de genre américain, sur lequel il a écrit, qu'il a défendu, la série B, le cinéma fantastique, l'intérêt pour les effets spéciaux, dans les cahiers du cinéma, il écrivait sur tout ça, beaucoup plus que sur les cinéastes encore vivants à l'époque de la nouvelle vague française. Donc un intérêt pour le cinéma industriel, quoi, même pour le cinéma d'exploitation. On connaît aussi son amour pour le cinéma asiatique, le cinéma de Hong Kong, qu'on retrouve dans un certain nombre de ses films, pour des formes populaires que là aussi on retrouve dans son œuvre, comme le feuilleton par exemple. Et donc il y a chez lui, et à côté de ça, il peut adapter aussi des grands romans français du XXe siècle, comme Les Destinées sentimentales. Donc on voit différents terreaux chez lui, on voit différentes provenances à l'œuvre, et ça crée évidemment une diversité d'inspiration, un éclectisme qui finissent par faire œuvre, tout en étant constitué d'éclats dont on a l'impression qu'ils ne se ressemblent ni ne se rassemblent forcément. Donc évidemment, c'est tout l'intérêt de montrer ça, de montrer Carlos, par exemple, qui est une des très très grandes réussites d'Olivier Assayas, à côté de films comme celui de ce soir, qui sont faits dans l'urgence, qui se font vite, parce qu'il y a chez lui cette capacité d'adaptation assez rare chez un cinéaste, et surtout un très grand pragmatisme. Et donc rendre hommage à Olivier, c'est rendre hommage aussi à ça, c'est-à-dire à quelqu'un qui sait qu'il est un artiste en cinéma, et qu'être un artiste en cinéma, qu'être animé par une certaine radicalité de goût, il suffit de voir sur quoi il a écrit ses livres, ou son amour pour Guy Debord, par exemple. Cette radicalité, comment la travailler, comment la fondre dans un système industriel et commercial, le cinéma, où il s'agit de ne pas être maudit, trop l'ont déjà été, où il s'agit surtout de ne pas être brisé, trop l'ont déjà été, mais au contraire d'avoir le talent de persévérer et de continuer à se déplacer en tenant absolument compte de façon lucide des tenants et aboutissants commerciaux, budgétaires, pratiques des choses, tout en conservant toujours cette position d'artiste. Mais d'artiste qui dit au système « je m'infiltre, tu ne me briseras pas, je continuerai, quoi qu'il arrive, en bougeant tout le temps, et tu seras obligé de supporter ma présence, même si c'est parfois difficile. » Voilà ce que ça pourrait être un artiste en cinéma. Quelqu'un qui, justement, a décidé de ne pas se laisser détruire, tout en ne renonçant à rien, ou même quand il a l'air de renoncer à quelque chose, c'est pas vrai, parce que ce qui passe par la porte rentre immédiatement par la fenêtre. Et de ce point de vue-là, vous allez voir, le film de ce soir, Hors du temps, d'ailleurs c'est un titre qui est très Olivier Assayas, parce que c'est aussi quelqu'un qui a un rapport très fort à son époque, qui a un rapport très fort aux contemporains. Ça avait frappé beaucoup les gens qui avaient vu ses premiers films, et qui en même temps a un rapport au passé, a un rapport presque au patrimoine, qu'il soit familial, intime, cinématographique, dans le cas d'Irma-Vep, qui est tout aussi fort. C'est-à-dire que là encore, les deux plateaux de la balance sont équilibrés. Et Hors du temps représente exactement cette veine-là. Je n'ai que trop parlé. Olivier Assayas.
Merci Frédéric, avant toute chose. Et merci à la Cinémathèque. Je vais essayer de trouver les bons mots, mais c'est évidemment très émouvant et très troublant de présenter une rétrospective qui couvre un travail qui remonte à la période où j'étais critique, c'est-à-dire la fin des années 70 et début des années 80. Donc, il y a beaucoup de souvenirs, il y a beaucoup d'images d'amis qui réapparaissent au fur et à mesure que Frédéric citait les titres de mes films. J'ai l'impression d'avoir essayé de me tenir à une seule chose qui, je crois, détermine la totalité de mon travail, qui est cette conviction que le cinéma se trouve là où il y a de la liberté. Et que j'ai toujours cherché à trouver, film après film, y compris dans des circonstances difficiles, compliquées. Aucun film n'est simple à faire, aucun film ne s'impose tout seul. Et j'ai l'impression d'être toujours en quête des lieux où il pouvait y avoir de la liberté, que ce soit dans la série, que ce soit dans le cinéma indépendant, français ou international, et dans différentes langues. Et je crois que ce qui m'a permis de persévérer, comme dit Frédéric, mais pour moi, il ne s'agit pas tant que ça de persévérer, il s'agit de suivre ma ligne en ne me préoccupant pas, j'ai envie de dire, des modes, et de considérer effectivement que je fais de mon mieux. Chacun de mes films, je les définis, enfin ce que j'ai à en dire en général, c'est que ils valent ce que je valais au moment où je les ai faits, mais j'ai eu la chance de toujours pouvoir les faire dans une situation de liberté absolue qui m'a permis chaque fois d'aller au bout de ce que j'avais mis en route. Et donc à travers chacun de mes films d'accomplir ce que je m'étais fixé. Et encore une fois, cette diversité, pour moi, n'est pas une diversité. Elle est un rapport au monde. C'est-à-dire que pour moi, le cinéma, évidemment, est un art, et évidemment, j'assume avec ce que ça fait, j'ai toujours l'impression avec l'arrogance que ça peut porter en soi. Je me suis toujours considéré comme un artiste. Je me suis toujours considéré même d'une certaine manière, je vais encore utiliser un gros mot, mais comme un poète. En tout cas quelqu'un qui est déterminé ou défini par le rapport à la poésie. J'ai toujours pensé qu'il s'agissait toujours dans l'art d'un regard sur le monde, et ce regard peut être multiple. Donc j'ai l'impression qu'on pourrait évidemment faire des films qui seraient tous d'un même point de vue ou d'un point de vue semblable, et créer des œuvres magnifiques. Il n'y a qu'à regarder ce que fait Aki Kaurismäki, par exemple. Il fait à la fois tout le temps le même film, dans le même univers, et chacun de ses films, pratiquement, sont admirables, bouleversants, mais en tout cas, moi, me touche profondément. Humain. Mais c'est pas la voie que j'ai choisie. Et j'ai l'impression que c'est une voie que j'aurais pu choisir quand j'étais jeune cinéaste franco-français. J'aurais pu suivre ce chemin-là. J'ai choisi de ne pas le suivre en me disant, en suivant une idée très simple, qui est que en fait, le cinéma sert à regarder le monde et à l'explorer et à le découvrir. Et pour moi, ça a été un très grand privilège, à travers mes films, de pouvoir explorer le monde, le visiter, et avec toujours le même regard. Je crois que j'ai conservé, dans tous les films que j'ai faits, le même regard, et en même temps, ce regard se portait chaque fois sur autre chose, selon une autre perspective, un autre regard. Et oui, comme le disait Frédéric, il m'a toujours importé de rendre hommage
ce qui a compté pour moi, l'histoire du cinéma, effectivement, les romans feuilletons de Louis Feuillade, des choses qui ont à voir avec le cinéma de genre, avec le cinéma grand public, avec, pour moi, l'art cinématographique est multiple, et de ce point de vue-là, ma fascination pour le cinéma, qui remonte à mon enfance, est quelque chose qui n'a jamais cessé, mais qui s'est porté sur des objets de plus en plus divers, de plus en plus variés, y compris dans le sens où, comme Frédéric le disait très bien, j'ai toujours été convaincu qu'il n'y avait pas de frontière entre le cinéma expérimental et le cinéma, disons, grand public, si vous voulez. C'est-à-dire que d'une certaine façon, chaque cinéaste était un expérimentateur et que l'expérimentation faisait partie d'une forme de liberté qui me semblait vitale au renouvellement, à la refondation, à la reformulation du cinéma. Et donc, de ce point de vue-là, j'ai le sentiment que des œuvres expérimentales comme celle de Kenneth Anger, comme celle de Andy Warhol, comme celle de Jonas Mekas, ont pour moi compté autant que les films de John Carpenter ou de Wes Craven dont parlait Frédéric. Mais avant tout, je persiste et signe. Je me considère comme un enfant de la nouvelle vague française. Les films que je fais, ceux que j'admire, la plupart d'entre eux n'auraient pas pu exister sans la nouvelle vague, et je crois que mes films, à moi, n'auraient pas pu exister s'il n'y avait pas eu la nouvelle vague, parce que la nouvelle vague nous a appris une chose, c'est qu'il fallait se tenir à la liberté de mouvement, à la liberté d'agir, à la liberté de se réinventer, et ça, cette leçon-là, je l'ai bien apprise, je l'ai bien entendue. Et d'une certaine façon, je me suis même donné le devoir, d'une certaine façon, du mieux que je pouvais, de la poursuivre. Et j'aime pas tellement le mot rétrospective, et donne un sentiment de choses fermées qui m'est insupportable. Pour moi, la vie, ça ne peut être que le mouvement et que l'ouverture. Donc, heureusement, cette rétrospective que j'aurais peut-être mal vécu autrement, je la vis d'autant mieux que j'ai un film qui sort cette semaine et un autre qui commencera à se tourner à la rentrée, donc pas d'inquiétude. Enfin, inquiétez-vous, je suis toujours là. Je veux dire, la menace persiste. Et voilà, c'est l'essentiel de ce que je voulais dire. Non, j'ai tout le monde qui continue. Non, mais à quel moment je demande aux acteurs... Ah, mais ça je vais te dire quand. D'accord. Mais je voulais que tu finisses ton propos, tu l'as fini. Je pourrais continuer comme ça. Mais bon, l'essentiel. Bon, alors écoute, normalement, pas de plaque entre nous. Alors voilà, merci d'abord. Avec, tu vois, comme un effet de... Voilà. Donc normalement, pas de plaque entre nous, mais quand même, voilà. Non, mais tu es obligé de rester pour les appuis. Donc voilà, on a dit à Olivier, on est désolé, mais on t'a fait automatiquement une plaque. Donc il y aura ton nom dans cette salle Henri Langlois. Alors évidemment, vu les... Voilà, je peux la garder. Voilà. Et tu vas être assis pour l'éternité, pour peu que l'éternité existe, à côté d'un cinéaste américain qui s'est mis à pleurer quand on lui a offert cette plaque, je ne t'en demande pas tant, qui s'appelle Walter Hill. Oui. Et donc ça te fait plutôt plaisir de te retrouver à côté de lui. Ah, je me trouve très bien. Tu aurais pu plus mal tomber. Non, mais j'ai rencontré Walter Hill. Je l'ai interviewé, c'est ce que j'admirais beaucoup. Il a une œuvre qui est très inégale, mais je me souviens que la première fois où je suis allé à Los Angeles pour les cahiers du cinéma, il était très haut dans ma liste des cinéastes que je voulais absolument rencontrer. Et en particulier à cause d'un film qui s'appelait Southern Comfort, que je trouvais génial, et d'ailleurs de Driver, c'est ça, Driver, son premier film, que j'aimais beaucoup, et ça fait partie des rencontres. C'est un peu la chance qu'on a quand on a. Moi, j'étais très jeune, j'écrivais pour les cahiers du cinéma, où j'avais plutôt l'impression d'être étudiant au cahier du cinéma, et où j'écoutais des gens
pour qui, évidemment, même aujourd'hui, j'ai une pensée comme Serge Danet, qui a compté infiniment pour moi, comme Serge Toubiana, qui lui aussi m'a fait entrer au cahier du cinéma et a cru en moi très, très tôt. Je suis profondément reconnaissant. Mais pour moi, les cahiers du cinéma, c'était l'opportunité de rencontrer les cinéastes que j'admirais. Et donc je me trouvais très privilégié de pouvoir parler de cinéma avec Walter Hill. Alors maintenant, si c'est pour une longue durée, par chaise interposée, tant mieux. Voilà. On ne l'a pas fait exprès, mais on ne pouvait pas trouver mieux. Je t'en débarrasse. Cette plaque réfléchissante, donc n'est que le reflet du fauteuil qui portera ton nom. Et maintenant, tu vas travailler tout seul en appelant toute l'équipe du film. Comme je vous oubliez personne, s'il vous plaît, venez tous. Ça veut dire acteur, ça inclut tout le monde, c'est pas certain. Acteur, équipe, producteur, distributeur, s'il vous plaît. Nora Hamzaoui, c'est à toi de faire ça. Vincent Macaigne. Et Marion, Olivier. Et Marion, elle est où? Et Olivier, Marion a monté ce film-là et beaucoup d'autres filles. Olivier a dû faire pratiquement toute l'étude. Oui, enfin, voilà, c'est la rétrospective. Maud n'est pas là? Non, Maud n'est pas là. Bon. On a fait un film, une série de 8 heures pour HBO qui s'appelle Irma Vep, qui était inspiré par un film que j'ai fait en 96 avec Maggie Chung. Je crois que j'étais dans ça a été un travail écrasant que j'ai pu faire parce que Vincent était avec moi, parce que Nora était avec moi et que j'ai eu des acteurs qui comprenaient à la fois la drôlerie et au fond la gravité de ce qui pouvait être en jeu dans ce film. Enfin, le fait est qu'au bout d'avoir tourné un film de 8 heures, j'étais complètement ramassé à la petite cuillère. Et d'une certaine façon, j'ai écrit très vite un film qui doit beaucoup, je pense, au tournage de Irma Vep. C'est-à-dire que Vincent, qui jouait le rôle du metteur en scène du film dans le film, a commencé à m'imiter. Assez bien d'ailleurs, il est assez bon, enfin, il a bien emboîté. Mais j'ai eu l'impression en même temps, justement parce qu'on arrivait ensemble à raconter de façon légère ou comique singulière, enfin des choses intimes que j'aurais peut-être jamais osé exprimer dans un autre contexte. J'ai eu l'impression qu'à travers Vincent, qui est devenu une sorte de double cinématographique, et bien peut-être il y avait des portes qui s'ouvraient et que je pouvais essayer d'aller un tout petit peu plus loin et d'être là, parce que
il y a beaucoup d'autobiographies dans Irma Vep, mais elle est souterraine, elle est un peu cachée, elle est cachée par la fiction, etc. Et je me suis dit, qu'est-ce qui se passerait si je supprimais la totalité de la fiction et que je ne garde plus que les acteurs et d'une certaine façon un contexte semi-documentaire. Et il se trouvait que je venais de vivre ça. Je venais de vivre comme tout le monde. On a tous ça en commun, parce qu'on n'a pas vécu les uns et les autres beaucoup d'événements historiques. On en a au moins vécu un, qui est celui de la pandémie et du confinement. Ça a été un moment d'interrogation, de doute, d'angoisse. Et puis c'était une période où la mort rôdait. Et même si aujourd'hui, quand j'en parle, j'ai envie d'ironie, il y a beaucoup d'autodérision, mais enfin, il ne faut pas oublier cette présence menaçante et qui a été un moment d'effroi collectif, qui a été aussi un moment d'effroi collectif. Mais enfin, pour ce qui me concerne, ça a produit une sorte donc de huis clos, d'enfermement, où j'avais le temps et l'espace pour m'interroger sur moi-même, sur ce que je faisais, sur pourquoi je le faisais, sur qui j'étais. Et au fond, comme il se trouve que j'ai été confiné dans les lieux de mon enfance, tout d'un coup, il y avait cette question de savoir qu'est-ce que je fais avec ça, avec ces souvenirs d'enfance qui revenaient, cette maison qui avait été celle de mon père et que où j'allais relativement peu. Tout d'un coup, plein de fantômes revenaient vers moi. J'étais pas complètement sûr que ça puisse donner lieu à un film, mais je crois que c'est le fait que je savais que si je le faisais, j'aurais autour de moi Vincent, Nora, Nine, Micha, qui allaient m'aider à donner à ce film à la fois sa drôlerie, son autodérision et en même temps son universalité. Et donc c'est un film qui est né du travail avec des comédiens sur un autre film et qui en est une sorte de post-scriptum. Là, c'est la différence près que Irma Vep s'est fait avec des moyens de cinéma américain et que là, on a fait hors du temps les uns et les autres. Je dirais pas de façon bénévole, mais enfin en tout cas, chacun y a mis beaucoup du sien, énormément du sien. Voilà. Et après le reste, je vais pas spoiler. Je ne vais pas spoiler le film. Enfin, si, je l'ai déjà spoilé complètement. Je crois qu'en 2 lignes, on peut le spoiler entièrement. Donc, voilà. Merci beaucoup à tous d'être là. Voilà, et j'aimerais bien que Vincent et Nora interviennent. Non, mais moi, ce que je peux dire, c'est que ça m'a aussi beaucoup touché de voir les images, de beaucoup d'images de plein de tes films. Et en regardant ces images, je me sentais très chanceux de pouvoir t'avoir rencontré, quoi. Et je dis ça aussi parce que ce film-là, mais je pense que tout ton cinéma, il est rempli d'une forme d'amour total pour l'humanité. Cet amour-là, c'est un regard presque sur le cinéma, et le cinéma, c'est un regard sur les fantômes. Et en voyant ces images-là, ce qui est très émouvant avec Olivier, et c'est là où c'est pour moi un grand artiste, c'est que je découvre dans ces films et dans ta manière de travailler et de nous amener à ton univers, parce que nous amener à ton univers, c'est nous donner un peu de ton goût du travail, ton goût du cinéma, et ça donne du goût au cinéma, au travail, mais aussi à la vie. Et tout ça se résume dans le cinéma, c'est aussi essayer de capter quelque chose qui nous échappe à nous-mêmes. Et ça, c'est pour un acteur, enfin pour des acteurs, je pense que c'est le plus grand des dons. C'est d'être regardé, et que celui qui regarde cherche quelque chose d'extrêmement sensible et indicible.
cette chose-là, c'est une chose qui est autre chose que de participer à des films. Enfin, pour moi, c'est autre chose. C'est pas jouer dans un film ou pas. C'est rencontrer Olivier et rencontrer toutes ces images, tout cet amour de la vie, cet amour de la vie qui devient ce qu'on peut appeler des fois aussi de la culture, parce qu'en fait, on se rend compte que tout est vivant, que le passé est vivant et que le futur, il est à venir. C'est un peu bête ce que je dis, mais ça donne envie de vivre. Donc j'espère que ce film que vous allez voir, en tout cas, moi, c'est un cadeau pour moi de t'avoir rencontré et même d'avoir pu interpréter des choses intimes parfois aussi parce que ça me donne à moi de la puissance de vie. Alors j'espère que ça va vous donner une puissance de vie, que tous les films d'Olivier donnent une puissance de vie. Et aussi, je sais que c'est toujours un peu bizarre la rétrospective, mais je trouve ça sublime aussi de se dire qu'on est vivant, là on se connaît, et qu'on est en face de personnes qui ont construit petit à petit une œuvre, un chemin qui est totalement public et en même temps totalement individuel. Je dirais plus que même libre. Parce que ça, c'est le plus grand don qu'un artiste peut donner aux gens. Et c'est ce que fait à mes yeux Olivier, et c'est ce qu'il fait en nous invitant à travailler avec lui. C'est un don énorme en fait. Et ce don-là, il m'égaye et il me rend joyeux et ça me rend amoureux de la vie et ça me donne de l'espoir pour l'avenir, quoi. Donc merci Olivier. Je vais essayer de faire court et d'avoir une pensée synthétique. Je ne sais pas si je vais y arriver, mais en gros, c'est le troisième projet qu'on fait avec Olivier. La première fois que je l'ai rencontré, je crois lui avoir dit, après avoir lu le scénario de Double Vie, que je trouvais ça frappant et que c'est ce qui me plaisait dans tous ces films, la manière dont cohabitait quelque chose de très presque contemporain, anecdotique, presque en surface, avec des questions beaucoup plus profondes et existentielles de vie ou de mort. Je trouve que ce film-là explore vraiment cette idée-là, comment un événement sert de prétexte pour se reposer toutes ces questions existentielles. Et je ne sais pas si c'est l'époque et ce qu'on vit actuellement, même politiquement, ou d'avoir l'impression d'être dans quelque chose où le temps file très vite et où c'est assez vertigineux et on repense au passé et où d'ailleurs tout ça semble même très très loin. Le confinement m'avait aussi fait cet effet-là et quand je repense à ce film, j'ai une sorte d'idée qui me vient où j'ai le sentiment que c'est comme si on vieillissait jamais, qu'on était tout le temps les mêmes personnes et que c'était le monde autour de nous qui changeait. Et j'ai l'impression qu'Olivier, il a quelque chose à la fois d'enfantin et de très pur dans sa manière d'être avec nous, de nous diriger, de penser ses projets et de voir le monde. Et à la fois, il est tout le temps en observation de ce qui évolue autour de lui. Et je me souviens que pendant le confinement, moi je rêvais comme si j'étais adolescente, peut-être parce que c'était le seul moment où adulte, on nous disait, on avait des interdictions, on n'avait pas le droit de sortir, il fallait rentrer avant 18h, il ne fallait pas aller à plus de 600 mètres. Et je me souviens que je faisais des rêves, je rêvais des gens que j'aimais quand j'avais 18 ans, 16 ans, 17 ans. Et je trouve que ce film explore cette chose si rare qui est à quel point à l'intérieur il y a quelque chose qui part jamais et qui est mouvant en fonction de ce qui se passe autour de nous. Donc je trouve que c'est une belle réflexion et j'espère une sorte d'espoir vers l'avenir. Et je te remercie infiniment de m'avoir mis dans ce film et je tiens à être dans tous les prochains. Je sais que c'est un film. Olivier Delboche. Bonsoir. J'ai toujours été très très admiratif du travail d'Olivier, donc je voulais le remercier vraiment infiniment
lui et Sylvie de m'avoir accordé leur confiance. C'était la première fois que je travaillais avec Olivier. Comme le disait Olivier très bien, ce film s'est fait avec une économie légère, avec beaucoup de liberté, d'insouciance même. Et je voulais simplement vous dire, j'espère en tout cas, parce que si le cinéma français, à travers les années, malgré le gouvernement de droite ou de gauche, a continué à survivre par sa liberté, sa richesse et sa singularité, c'est grâce à une politique culturelle très forte. Donc j'espère que dans quelques semaines, on pourra encore faire des films comme celui que vous allez voir ce soir. Olivier, tu as quelque chose à rajouter? Oui, je vais faire un truc que je fais jamais. Je fais deux choses que je fais jamais. Parce que j'ai vu que Jack Lang était dans la salle. Et je pense que Jack Lang a été sans doute le plus grand ministre de la Culture que nous ayons eu. Et que la liberté du cinéma qui s'est poursuivie au-delà de son mandat est vraiment le meilleur cadeau, le plus grand cadeau qu'il pouvait faire au cinéma, qui a vécu et survécu dans sa liberté en grande partie grâce à lui et aux idées qu'il a développées. Donc, et j'ai pas fini. Parce que je voudrais qu'on finisse par là. Je voudrais que vous applaudissiez très fort la personne grâce à qui j'ai fait l'essentiel de mes films, sans qui il n'aurait pas pu exister, Sylvie Vartan. Un nouveau cadeau. Donc j'espère que vous aurez le même sentiment. Ah, j'ose plus, tu as fini? Bon, alors sans blague, voilà. C'était une soirée gaie et importante pour nous tous, donc merci d'avoir été là, d'abord, d'avoir si bien parlé du film, d'Olivier, de son propre travail, et à vous tous d'être avec nous ce soir. Bonne projection.